Salut. Je suis Ti. Il y a 2 semaines, je suis entré dans ce que je pensais être une simple réunion trimestrielle. Au lieu de cela, mon père a remis l'entreprise que j'avais construite, chaque nuit blanche, chaque présentation, chaque dollar investi, à ma sœur. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, elle sera PDG désormais. Tu dois juste travailler plus dur. Aucun avertissement, aucune explication, juste un sourire et un haussement d'épaule, comme si j'étais une simple employée. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai passé un coup de fil, et quand mon père a vu les documents entre les mains de Jude, son visage s'est vidé de sa couleur, comme s'il réalisait enfin qui avait réellement bâti l'empire et qui en était légalement propriétaire. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous demander quelque chose, à quelle heure regardez-vous ceci et d'où? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tout le monde. Le matin sentait le cèdre et le béton, l'odeur s'accrochait encore au verre et à l'acier pour lesquels je m'étais battu bec et ongle pour les ériger. J'ai franchi les portes d'entrée du siège social de Maddox, mon siège social, mes talons cliquant doucement contre les sols polis, comme des signes de ponctuation dans une phrase que plus personne ne prenait la peine de lire. J'ai ajusté le revers de ma veste bleu marine et j'ai jeté un coup d'œil au mur derrière la réception. Mon nom y était encore gravé, Ti Maddox, fondatrice. Pendant un instant, cela a eu du sens. La réceptionniste m'a adressé un sourire nerveux, puis a rapidement baissé les yeux vers son écran. Quelque chose n'allait pas. Je me suis dirigé vers la salle de conférence principale, m'attendant à la session trimestrielle de stratégie pour les investisseurs que j'avais passé des semaines à préparer. Mais avant que je puisse atteindre la porte, une jeune assistante que je ne reconnaissais pas s'est précipitée vers moi, essoufflée. « Oh, Madame Maddox !»« Tenez », a-t-elle dit, en me fourrant un programme glacé dans la main. « Nous ne savions pas si vous veniez tôt. » J'ai cligné des yeux. « Venir tôt ? Pourquoi faire ?» Elle était déjà partie. J'ai baissé les yeux, cérémonie de transition du PDG, honorer l'héritage, embrasser l'avenir. La police était audacieuse, dramatique. J'ai parcouru la liste des intervenants, Leora Maddox, Victor Maddox, Eleanor Maddox. Mon nom était enterré en petits caractères, Ti Maddox, fondatrice. Pas de créneau pour un discours. Aucune mention de leadership continu. Juste une relique, une note de bas de page. Mon cœur battait fort. Les sols polis semblaient soudainement instables sous mes pieds. J'ai poussé les portes de la salle du conseil. Ils étaient tous déjà là, investisseurs, cadres, mes parents, et Leora. Elle se tenait près du podium dans un tailleur pantalon ivoire, rayonnante comme si elle venait de remporter Miss Texas et un prix Nobel la même semaine. J'ai parcouru les sièges. Ma place habituelle, à 3 chaises du centre, avait un nouveau placard. Il indiquait désormais, directrice de la stratégie, Leora Maddox. Mon nom n'était nulle part. Un huissier m'a fait signe d'aller au bout de la rangée. Pas de plaque nominative. Juste une chaise. Je me suis assise lentement. La salle s'est assombrie et un projecteur chaud a éclairé la scène. Mon père s'est avancé, tout sourire et posture impeccable, agrippant le micro comme un pasteur lors d'un réveil. Aujourd'hui, a-t-il commencé, nous célébrons les fondations sur lesquelles cette entreprise a été construite, et nous honorons la discrète bâtisseuse qui en est à l'origine, ma fille aînée, Ti. Applaudissements, polis, détachés. Elle est le marteau, la pierre, la raison pour laquelle nous avons des murs et une vision. J'ai cligné des yeux. Ma gorge s'est serrée. Quelque chose en moi m'a averti, il n'a pas fini. Et maintenant, a-t-il continué, se tournant vers Leora, nous entrons dans un nouveau chapitre, celui de l'innovation, de la visibilité et de la brillance. Accueillez notre nouvelle PDG, Leora Maddox. Les applaudissements ont tonné, plus fort que je ne les avais jamais entendus, pour moi. Je ne pouvais pas bouger. Leora est montée sur scène avec un sourire radieux et a commencé son discours, un discours que j'avais déjà entendu, sauf que je l'avais écrit. Non pas pour elle, mais pour une vidéo sur la culture d'entreprise il y a 2 ans. Elle l'avait repris mot pour mot. L'héritage n'est pas seulement ce que nous laissons derrière nous, c'est le souffle que nous insufflons à ceux qui continuent de croître. J'avais murmuré ces mots à mon équipe lorsque nous construisions pendant une pandémie, lorsque le moral était bas et que je tenais bon. Elle n'était même pas là à ce moment-là. Elle était en Italie, à la recherche de sa voix. Maintenant, elle utilisait la mienne. Un collègue, Alan du marketing, a jeté un coup d'œil dans ma direction.
J'ai croisé son regard pendant une fraction de seconde et j'ai fait un petit signe de tête, un sourire forcé. Je n'allais pas pleurer, pas dans une salle pleine de gens applaudissant mon remplaçant. Ma mère ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Elle a souri à Léora, a ajusté ses perles et a rayonné comme si elle avait toujours su. Bien sûr, elle savait. Cela m'a frappé comme un coup de poing silencieux dans le ventre. Ils avaient planifié cela sans moi, il y a des mois. Je suis restée assise, les mains serrées sous la table, non pas tremblantes, mais immobiles, comme de la pierre. Mes doigts ont touché quelque chose dans la poche de ma veste, le vieux stylo plume, celui du lycée. TM, continue à construire, gravé le long du corps. Un cadeau de ma mère lorsque j'ai été admise à l'école d'architecture. C'est drôle. Je l'ai roulé entre mon pouce et mon index, sentant son poids, me souvenant du jour où elle m'a dit « Tu n'as pas besoin de bruit pour être puissante ». Je l'ai serré plus fort. Vous voulez du silence? Je vais vous donner du silence. Pas le silence de la défaite. Le silence du calcul, celui qui résonne. Je ne suis pas parti en trombe. J'ai marché, passé les applaudissements, passé les portes vitrées, et directement vers l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton du dernier étage, mon étage, du moins je le pensais, et j'ai gardé mon visage impassible, ma colonne vertébrale droite. Mais à l'intérieur, quelque chose se défaisait, tranquillement, mais rapidement. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je suis entré dans un couloir qui me saluait autrefois avec fierté. Maintenant, il me fixait simplement, stérile, indifférent, comme si je n'y avais jamais appartenu. J'ai filé droit vers mon bureau, mes talons frappant le marbre comme si j'étais encore propriétaire des lieux. Le premier coup est arrivé à mon bureau. Je me suis assise, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai tapé mes identifiants, mots de passe, code à 2 facteurs, l'habituel. Accès refusé. J'ai cligné des yeux. J'ai réessayé. Refusé. Une 3e fois. Verrouillé. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a ralenti. Je me suis reculé du bureau au moment où mon assistante, une jeune femme aux yeux brillants nommée Fiona, a jeté un coup d'œil par la porte. Ses pas ont hésité quand elle m'a vu. Elle tenait une tablette dans une main, l'autre agrippant son téléphone comme une bouée de sauvetage. « Salut, Ti », a-t-elle dit, la voix fragile. « Il est indiqué que votre compte est en cours de transition. » Une transition, ai-je répété. Elle a dégluti. Ils ont dit, selon le nouveau protocole de direction. Mon estomac s'est noué. J'ai besoin d'accéder aux fichiers de mon projet, Fiona. Les présentations, les mises à jour de la R&D. Elle a hésité. Je vais devoir vérifier avec Léora. Le nom est tombé comme une pierre dans ma poitrine. Fiona a baissé les yeux, gênée, puis a ajouté dans un murmure, « Ils ont déjà changé votre titre dans l'annuaire. » Je n'ai pas répondu. Je me suis levé et je suis passé devant elle. Les couloirs semblaient les mêmes, mais ils me paraissaient étranges, comme une maison d'enfance vidée et rénovée pour être revendue. Je suis passé devant le mur où mon portrait était autrefois accroché, une image de moi, les bras croisés, souriant devant le premier laboratoire prototype. Maintenant, un cadre en métal brossé contenait une affiche pastel, le succès est un sport d'équipe. Ils n'ont même pas eu la décence de reboucher les trous des vis précédentes. J'ai continué à marcher, passer l'espace de travail partagé que j'avais construit lorsque la collaboration n'était qu'un mot à la mode, passer le centre d'innovation vitré que j'avais personnellement présenté aux investisseurs, passer mon héritage, jusqu'à ce que j'atteigne l'extrémité, la nouvelle aile de la direction. J'avais supervisé sa construction, je l'avais payée moi-même après que le conseil d'administration ait hésité à la financer. Je me suis souvenu avoir signé le dernier chèque, 7 chiffres, et m'être dit, c'est ici que nous grandirons ensuite. Maintenant, une plaque dorée brillait à côté des doubles portes, le centre de leadership Léora Maddox. Aucune mention de moi, pas même une ligne. Je l'ai fixé pendant un long moment, le nom captant la lumière, brillant et suffisant. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, je me suis retourné et je suis sorti. Pas pressée, pas honteuse, mais pas prête à crier non plus. J'ai atteint le parking et je me suis assise dans ma voiture. Je suis restée assise. Le silence était si épais que je pouvais entendre le tic-tac du moteur qui refroidissait. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert la liste de contacts, j'ai défilé passer ma mère, passer Léora, passer les discussions de groupe familial. Je me suis arrêté à Jude, conseil juridique,
un nom que je n'avais pas composé depuis la dernière fois que nous avions fait face à une acquisition hostile, un homme qui connaissait chaque contrat que j'avais jamais signé, chaque clause pour laquelle je m'étais battu. Je n'ai pas appelé, pas encore. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai sorti mon journal et j'ai tourné une nouvelle page. Mon écriture semblait plus calme que je ne le ressentais lorsque j'ai écrit, ils ont tout pris avec le sourire. Mais j'ai gardé une chose, la vérité. J'ai fait une pause, puis je l'ai souligné 2 fois. Quelque chose a bougé dans ma poitrine, pas de la colère, du moins pas le genre qui éclate. C'était quelque chose de plus dense, de plus ancien, comme du charbon qui attend d'être allumé. J'ai fermé le journal et l'ai posé sur mes genoux. Ma main a frôlé la poche intérieure de mon sac à main et s'est posée sur le stylo, le vieux stylo gravé ETM, continue à construire. Je l'ai tenu entre mes doigts, traçant les initiales avec mon pouce. Son poids, il portait plus que de l'encre. Il portait des années. Je me suis souvenu de la soirée de remise des diplômes, debout devant notre Porsche, ma casquette et ma robe, ma mère ajustant le pompon, me remettant le stylo enveloppé dans du parchemin. « Tu ne les laisses pas définir ton héritage », avait-elle murmuré. « Tu le définis. Tranquillement, si tu le dois, mais complètement. » Cette même mère s'était tenue debout ce matin et avait applaudi Léora. J'ai regardé le parking, le soleil projetant de longues ombres sur les lignes. Je ne pleurais pas, mais quelque chose derrière mes yeux brûlait, comme du papier sec avant qu'il ne prenne feu. J'ai pris une grande inspiration, j'ai cliqué sur le stylo pour l'ouvrir, et j'ai recommencé à écrire. Je suis rentré à la maison juste avant 23 heures. La ville était calme de cette façon étrange et suspendue qu'elle est toujours après quelque chose qui change la vie. Je m'étais garé dans le même garage, j'avais monté les 4 mêmes étages, j'avais tourné la même clé, mais tout semblait différent, comme entrer dans une chambre d'hôtel que l'on appelait autrefois sa maison mais que l'on reconnaît à peine maintenant. L'appartement était propre, faiblement éclairé par les appliques de la cuisine que je n'avais jamais pris la peine de remplacer. J'ai enlevé mes chaussures près de la porte et je suis resté là un instant, mon manteau encore sur moi, mon sac toujours accroché à mon épaule. Je ne voulais pas bouger. Je ne voulais pas m'asseoir. Comme si l'air lui-même attendait que je comprenne quelque chose avant de me permettre de me reposer. Finalement, je me suis dirigé vers le petit bureau dans le coin du salon. Je n'ai pas pris la peine d'allumer la lampe. J'ai fouillé dans le tiroir du bas et j'ai sorti un vieux dossier en cuir, usé sur les bords, plié par des années passées à être fourré dans des mallettes et oublié sous des notes de conférence. Je l'avais jeté dans la boîte à gants il y a 2 ans, avec l'intention de le classer correctement, mais je ne l'avais jamais fait. C'est drôle comme la vie vous laisse procrastiner sur tout sauf sur la trahison. J'ai feuilleté des pages d'accords d'action, de certificats de marque, de dépôts de LLC, l'odeur du papier vieilli et de l'encre d'imprimante s'accrochait à tout. Puis je l'ai vu, révision du rôle du fondateur, Maddox et compagnie tapé soigneusement en haut d'une seule page. Mon nom, juste en dessous, T. Maddox. Et puis, il était là, ma signature en bas. Une chaleur lente et pulsatile a remonté mon cou. J'ai pris la page, je l'ai rapprochée de la lumière de la cuisine. Personne ne l'appelle jamais ce que c'est. Ils appellent cela rationalisation, ou clarté de la succession, ou structure fondamentale. Mais ceci était une passation de pouvoir. C'était le moment où j'avais signé sans le savoir ma propre gomme. Et je me suis souvenu exactement quand je l'avais fait. J'avais 26 ans, surfant sur le succès de notre 2e tour d'investissement, épuisé mais fier, les yeux encore pleins de ce que nous construisions. Nous étions dans le bureau de papa. Il m'a tendu le formulaire avec un sourire et un verre de pinot. Ce n'est que du ménage juridique, ma chérie, a-t-il dit, tapotant le papier avec son stylo. Tu seras toujours ma partenaire. C'est juste pour s'assurer que le rôle de ta sœur est clair pour le conseil d'administration. Clair, il l'avait dit comme si j'étais déjà protégé. Je me suis souvenu que j'étais fatigué ce soir-là. Je n'ai pas lu les petits caractères. Je voulais lui faire confiance. J'avais besoin de croire qu'être sa fille signifiait encore quelque chose au-delà de la biologie. Maintenant, cette confiance ressemblait à quelque chose de collant sur ma peau, et je ne pouvais pas l'enlever. J'ai posé la page et je me suis levé, ayant besoin d'air. Je me suis dirigé vers la fenêtre. La ligne d'horizon clignotait, indifférente. Et puis, comme quelqu'un qui murmurait derrière mon oreille, un souvenir a vacillé. Une fête, l'année dernière. Nous organisions un gala de collecte de fonds sur le toit d'un hôtel-boutique du centre-ville. J'étais dans le couloir près des toilettes,
en train de réparer le fermoir de mon bracelet. Je les ai entendus, Léora et son ami, ricaner derrière la porte des toilettes. Elle construit, je crée la marque, Harry Léora. Elle ne remarquera même pas ce que je prends. Il y a eu une pause, puis plus de rires. Des rires imbibés de vin. La confiance du champagne. Je me souviens avoir ricané à l'époque, en l'ignorant. Je me suis dit que c'était des plaisanteries entre sœurs, juste du bruit, qui valait la peine d'être nourri. Maintenant, cela se rejouait comme une confession maquillée de rouge à lèvres. Je suis retourné au bureau et je me suis assise. Le formulaire juridique était là comme une scène de crime. J'ai pris mon stylo, celui que maman m'avait donné à la remise des diplômes, et j'ai commencé à prendre des notes sur un bloc-notes. Les mots se formaient sans que j'y pense, elle construit, je crée la marque. Tu seras toujours ma partenaire. Juste du ménage juridique. Ils signifiaient tous une chose, ils ne pensaient pas que je me défendrais un jour. Ils pensaient que je continuerais à construire pendant qu'ils rebaptisaient chaque brique que je posais. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé le plafond, le cœur stable, mais lent. Puis, presque sans réfléchir, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application Messages. J'ai fait défiler vers le bas. Jude, conseil juridique. J'ai tapé le numéro. La sonnerie a retenti une fois, puis une autre. Il a décroché avec la même voix dont je me souvenais d'il y a des années, calme et direct. Je me demandais quand tu appellerais, a-t-il dit. Et j'ai expiré, le son pris quelque part entre le soulagement et le feu. La lumière du matin filtrait à travers mes stores en fines bandes inclinées, comme des barreaux de prison peints en or. Je n'avais pas dormi. Je n'avais pas besoin de dormir. J'avais besoin de réponses. J'ai pris une douche sans vraiment remarquer l'eau, j'ai enfilé une veste sombre par-dessus un chemisier que j'avais autrefois porté pour présenter notre premier tour d'investisseur providentiel, j'ai glissé ma carte magnétique dans mon sac, comme une mémoire musculaire. L'entreprise avait peut-être retiré mon nom du site web, mais les murs savaient encore qui les avait construits. La circulation du centre-ville a été clémente avec moi ce matin-là. Il était à peine passé 8 heures lorsque je me suis garé dans le garage sous le siège social de Maddox et compagnie. Le même agent de sécurité m'a salué de la tête par habitude, puis a hésité, ses yeux se dirigeant vers son talkie-walkie. J'ai hoché la tête en retour sans m'arrêter. Le hall sentait la pierre polie et l'huile essentielle de lavande diffusée. Nouveau. Intentionnel. Froid. J'ai marché vers l'ascenseur et j'ai tendu la main vers mon badge. Rien. J'ai réessayé. Toujours rien. Derrière moi, une voix douce, Madame Maddox. Je me suis retourné. Une réceptionniste que je connaissais à peine, peut-être 2 mois de travail, se tenait au bureau, les yeux grands ouverts et les doigts tordant un stylo. On m'a dit de ne pas vous laisser monter. Il y a eu un silence entre nous. Je ne l'ai pas ressenti. Elle a détourné le regard la première. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. J'ai serré les lèvres et j'ai hoché la tête une fois. Pas vers elle. Vers l'absurdité. Pas d'inscription dans l'annuaire. Pas de badge qui fonctionne. Et apparemment, pas d'autorisation dans le bâtiment même que j'avais aidé à financer du plan aux briques. Je me suis écarté et j'ai attendu dans le coin du hall, comme une invitée dans ma propre vie. C'est alors que je l'ai vue. Léora est entrée par les portes tournantes comme une mondaine arrivant à une séance photo, pantalon beige fluide, chemisier blanc, jus vert dans une main, téléphone dans l'autre. Ses talons faisaient à peine un bruit sur le carrelage. Elle m'a repéré et m'a offert un sourire qui semblait plastifié. Eh bien, a-t-elle dit d'un ton enjoué, tu es en avance. Je travaille ici, ai-je dit. À ce propos, a-t-elle répondu en sirotant sa bouteille. Nous sommes juste en train de faire une petite réorganisation, tu sais? Changement de culture. Rationalisation. Je l'ai regardé fixement. Tu veux dire une prise de contrôle? Elle a incliné la tête. Je préfère évolution. Il y a eu un battement de silence, puis elle s'est approchée, baissant la voix juste assez pour que la réceptionniste ne l'entende pas. Tu es la bienvenue pour me suivre ce trimestre, observez. Faire la transition avec grâce. Considère cela comme une immersion. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai fondé cette entreprise. Et maintenant, a-t-elle dit doucement, tu vas apprendre à suivre le rythme. L'air entre nous s'est fissuré, comme de la glace sèche. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis retourné et je suis sorti,
en repassant par ces portes tournantes, devant le même agent de sécurité dont les yeux se sont à nouveau baissés, cette fois sans prendre la peine de rencontrer les miens. J'ai atteint ma voiture, les mains stables maintenant, la rage se refroidissant en quelque chose de plus aigu que le chagrin. J'ai ouvert mon téléphone, 48 nouveaux emails. Ligne d'objet après ligne d'objet, excitation pour la nouvelle vision de Maddox et compagnie. Déploiement de la nouvelle image de marque, félicitations à la PDG Léora Maddox. Direction artistique phénoménale, tellement fraîche. J'en ai ouvert un. Les images de la marque, les miennes. Je les avais dessinées dans ma salle à manger il y a 6 mois. Le slogan, une phrase que j'avais conçue pour un article de Forbes qui n'a jamais été publié. La liste de contacts des investisseurs jointe à la note interne, je l'avais construite, nom par nom, café par café. Et nulle part, ni dans le dossier de presse, ni dans les crédits, ni dans le pied de page, il n'y avait mon nom. Je n'ai pas claqué le téléphone. Je n'ai pas crié. J'ai simplement transféré l'email à Jude avec une seule ligne dans l'objet, combien est-ce que je possède, sur papier, encore une fois. Il a répondu en 60 secondes, assez pour les rendre très, très nerveux. Je me suis adossé au siège, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le bourdonnement de la circulation m'envelopper. Je n'étais plus furieuse. J'étais concentré. Parce que s'ils voulaient une guerre déguisée en bien-être, ils allaient voir à quoi ressemble une femme lorsqu'elle construit avec le feu au lieu de plan. 3 jours plus tard, je me tenais devant le hall en marbre de Lockheed Gero, le cabinet du centre-ville où les premiers contrats de Maddox et compagnie avaient été notariés, où notre premier investissement de série A avait été signé, et où mon nom signifiait autrefois quelque chose. J'avais choisi cette salle de conseil pour une raison, non pas parce qu'elle était neutre, mais parce qu'elle ne l'était pas. Un associé junior m'a ouvert la porte avec un regard nerveux, et je suis entré. La moquette était d'un bleu marine discret, à tissage serré, à peine souple sous les pieds. Tout dans cet espace disait, dites ce que vous êtes venu dire, puis partez. Je portais du noir. Pas funéraire. Pas voyant. Juste précis. Un tailleur en laine douce que j'avais acheté il y a des années pour une déposition qui n'a jamais eu lieu. Mes cheveux tirés en arrière, mes talons bas mais fermes. Jude s'est levé quand je suis entré, a hoché la tête une fois, puis a fait un geste vers le haut de la longue table en noyer, sa façon de dire, c'est votre salle. Prenez-la. En face de moi étaient assis 7 hommes et femmes, la plupart aux cheveux argentés et silencieux. Certains que je n'avais pas vus depuis des années, certains à qui j'avais fait des présentations, que j'avais convaincus, avec qui j'avais grandi. Quelques-uns me regardaient maintenant avec quelque chose qui oscillait entre les excuses et l'admiration. L'un d'eux, Monsieur Redmond, qui m'avait autrefois dit que je présentais comme quelqu'un qui construit des empires, pas des présentations, s'est penché et a murmuré, vous ne méritiez pas ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Jude a placé l'épais dossier devant moi avec la révérence d'un prêtre déposant les Écritures. Allons-nous commencer, ai-je dit, d'une voix égale. Personne n'a objecté. J'ai ouvert le dossier et j'ai feuilleté jusqu'à l'onglet intitulé Gouvernance. Il était là, les documents fondateurs, les amendements, la répartition de la structure de vote, et juste sous la ligne pointillée de l'accord de révision du rôle du fondateur se trouvait un blanc. Pas de signature. Pas d'initiale. Pas de consentement. J'ai soulevé la page et je l'ai tournée vers eux. Ceci, ai-je dit, est le document que mon père a annoncé publiquement comme finalisé. Comme vous pouvez le constater, il ne l'a jamais été. Un murmure a parcouru la salle, comme un vent changeant. Le papier a bruissé, les lunettes ont été ajustées. Un membre du conseil d'administration a plissé les yeux sur le document et a demandé doucement, alors, les 62% sont toujours à vous? Oui, ai-je dit. Le silence s'est approfondi, non pas le genre qui exigeait des explications, mais le genre qui reconnaissait un réalignement, un changement de pouvoir. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai fouillé dans ma mallette et j'ai sorti une impression d'une seule page. Pas de fioritures, pas d'édulcoration, juste une liste. Je l'ai fait circuler. Ce sont les placements internes qui seront examinés au cours des 30 prochains jours, ai-je dit. Rôle des départements, dépenses, périmètre des projets, les noms n'étaient pas choisis au hasard. Chacun d'entre eux avait été introduit par Léora. Chacun d'entre eux avait aligné ses signatures sur la gomme de la mienne. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je ajouté. C'est de la gestion des risques. Personne n'a parlé. Jude s'est légèrement penché en avant. Madame Maddox exerce ses droits en tant qu'actionnaire majoritaire.
L'obligation fiduciaire du conseil d'administration est de maintenir l'intégrité de l'entreprise, et non de protéger les partis pris familiaux. Redmond s'est éclairci la gorge. Et le coup de pub? Je m'en occupe, ai-je dit. La vérité fait toujours meilleur presse que le déni. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que son poids s'enfonce dans le grain de la table. Puis je me suis levé, rassemblant mes affaires. J'ai regardé chacun d'entre eux dans les yeux, non pas avec fureur, mais avec le calme qui vient après le déluge. J'ai laissé mon nom être effacé une fois. Cela ne se reproduira plus. La salle est restée immobile pendant que je sortais, l'écho de mes talons tranchant à travers leur incrédulité. Je ne me suis pas retourné, mais je savais que ce n'était pas fini. La pluie tombait sans discontinuer depuis la fin de l'après-midi, trempant les trottoirs et transformant la ville en un flot gris scintillant. Quand je suis rentré à la maison, il était passé 21 heures. Mes chaussures ont laissé de légères empreintes boueuses sur le carrelage de mon entrée. J'ai laissé tomber mon manteau sur le crochet, je me suis versé un verre d'eau et je me suis dirigé vers mon bureau à domicile, le seul endroit qui me semblait encore mien, jusqu'à ce que je le voie. Là, sur le sol devant ma porte, se trouvait une enveloppe rouge scellée. Pas de timbre. Pas d'adresse de retour. Juste mon nom, en très épais et anguleux, comme si quelqu'un l'avait gravé avec intention. Je me suis penché, je l'ai ramassé et j'ai regardé le seau de cire. C'était le même blason que mon père utilisait sur le papier à en-tête de notre entreprise. Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas bougé. Je l'ai ouverte juste là, debout pieds nus dans mon couloir. Une seule feuille, mise en demeure, de Maddox et compagnie, signée par son avocat. Avec effet immédiat, vous devez cesser toute activité commerciale hostile visant Maddox et compagnie et ses dirigeants, sous peine d'injonction civile. J'ai relu la phrase 3 fois, mais les mots n'ont pas changé. Ils sont restés, aussi tranchants et absurdes que le moment où je les ai ouverts. Mon propre père avait déclaré la guerre juridique. Pas même un coup de fil. Juste un avertissement scellé laissé à ma porte, comme si j'étais une étrangère, ou pire, une ennemie. Je me suis dirigé vers mon bureau, le papier toujours à la main, et j'ai allumé mon ordinateur portable. C'est alors que les choses ont changé. Il a mis plus de temps que d'habitude à démarrer. Le ventilateur a rugi, l'écran a clignoté 2 fois, puis s'est stabilisé sur un bureau normal. Presque trop normal. Une icône étrange pulsait faiblement dans le coin inférieur. Un dossier que je n'avais pas ouvert depuis des semaines indiquait soudainement un dernier accès, 21h32. Je ne l'avais pas touché. Avant que je puisse comprendre, mon téléphone a sonné. Jude. Sa voix était tendue. Tu dois changer tes mots de passe. Maintenant. Que s'est-il passé? Il divulgue mon journal. Des entrées sélectives, des captures d'écran. D'abord sur des blogs à potins, puis sur des sites d'actualité de start-up. Les titres sont « pas bons ». J'ai cliqué sur Safari. Mon estomac s'est noué. Crise de nerfs de la fondatrice dans des pages privées, journal délirant d'une PDG déchue, elle a construit une marque, puis s'y est perdue. Sous les titres se trouvaient des entrées sorties de leur contexte, une ligne que j'avais écrite pendant un moment difficile après la chimio de maman, une autre après ma rupture avec Elias. Ma douleur, mes doutes, tout dépeint comme de l'instabilité. Et pourtant, rien n'était inventé. Juste déformé. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement, ma main tremblante. Pendant un moment, je n'ai rien entendu d'autre que la tempête à l'extérieur, le bruit de l'eau frappant les fenêtres comme de petits points. Je suis allé dans la cuisine et je me suis tenu devant le grand miroir appuyé contre le mur. Mon reflet me regardait, fatigué, humide, sans maquillage, mais pas brisé. Dans mon autre main, je tenais toujours la mise en demeure. Alors ils veulent la guerre, ai-je dit doucement. Je me suis retourné, je suis allé vers l'imprimante dans le coin de la pièce et j'ai ouvert un document vierge. J'ai tapé une phrase. Juste une. Le jour où ils m'ont effacé, j'ai commencé à prendre des notes. Je l'ai imprimé, à l'encre noire. J'ai pris la page, je l'ai glissée dans une chemise transparente et je l'ai posée sur l'enveloppe rouge. C'était ma réponse. Je ne crierai pas. Je ne chercherai pas à me justifier. Je laisserai la vérité parler, et je m'assurerai qu'ils l'entendent, chaque mot. Et maintenant, ils avaient appris à quel point ces notes étaient complètes. Le matin après la tempête, je suis entré dans le bureau de Jude. Pas de maquillage. Pas d'excuses. Juste un dossier,
Un téléphone est le genre de silence qui porte plus de poids que 1000 mots. Il ne m'a pas demandé si j'avais bien dormi. Nous connaissions tous les deux la réponse. Il a glissé le dossier Manila vers moi. Là-dedans, a-t-il dit, chaque action, chaque document, chaque couche de la structure, vérifiée. La structure de holding est officiellement à votre nom. J'ai regardé les signatures. Mes mains ne tremblaient pas. Elles ne le devraient pas. Après tout, ce n'était pas de la vengeance. C'était l'histoire qui était corrigée. Il n'a jamais été question de le leur prendre, ai-je dit, presque pour moi-même. Il s'agit de leur montrer qu'ils ne l'ont jamais eu au départ. Judas sourit faiblement. Alors montrons-leur. Le soleil descendait bas derrière la ligne d'horizon alors que je sortais de la voiture devant le Peninsula. Gala de charité du vendredi soir. Les appareils photo clignotaient déjà devant les portes tournantes. Je connaissais le plan de l'étage par cœur. La salle de bal avait été le lieu de notre premier dîner avec les investisseurs, à l'époque où Maddox et compagnie n'étaient encore qu'une idée griffonnée sur des serviettes à cocktail. Maintenant, cela ressemblait à un couronnement. À l'intérieur, tout brillait d'argent et de blanc. Mon père était déjà assis près de l'avant, une épingle à revers personnalisée captant la lumière. Céline, dans une robe de soie couleur champagne, riait à quelque chose que l'un des autres disait, ses doigts jouant avec une flûte en cristal. Elle ne m'a pas vu. Ou peut-être qu'elle ne m'a pas reconnu dans la robe de velours noir que je portais. Pas flashy, mais élégante. Délibérée. Les gens regardaient, mais pas comme avant. Pas avec sympathie. Avec incertitude. Comme s'ils essayaient de se souvenir de quel côté de la guerre j'étais. J'ai pris place au 4e rang. Ni devant. Ni derrière. Juste, là. Présente. Quelques instants plus tard, l'hôte est monté sur scène. Après les habituels remerciements aux donateurs et les pauses pour les applaudissements, il s'est éclairci la gorge. Et maintenant, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre dernière lauréate, fondatrice, innovatrice, et un nom synonyme d'héritage. Joignez-vous à moi pour célébrer T. Maddox, la pionnière de l'année. Je n'ai pas bougé au début. Je me suis juste levé, lentement, le silence se répandant plus vite que les applaudissements. Je me suis dirigé vers la scène sans regarder ma famille. Mes talons résonnaient plus fort que prévu. Au podium, l'hôte m'a tendu la plaque. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas venu pour accepter quoi que ce soit, ai-je dit, d'une voix ferme. Je suis venu pour corriger les faits. Une lueur de confusion a traversé le visage de l'hôte. Il a reculé. J'ai plongé la main dans la mince pochette en cuir cachée sous mon bras et j'en ai sorti une seule page. Signé. Timbré. Notarié. Ceci, ai-je dit en la tenant au micro, est la structure de propriété de Maddox Holdings en date d'il y a 3 jours. Finalisée et reconnue par la loi fédérale et la loi de l'État. J'ai lentement tourné mon regard vers le premier rang. Ma sœur n'a jamais été PDG. Ni légalement. Ni financièrement. Dans aucun univers où la vérité compte. Des halètements ont ondulé comme le tonnerre dans la salle. Céline s'est levée brusquement, le visage rouge. C'est un mensonge, a-t-elle lancé. Papa, dis-leur. Mais il ne s'est pas levé. Il fixait le papier dans ma main comme s'il venait de commencer à brûler. Elle s'est retournée vers moi. Tu as signé la révision il y a des années. Je l'ai vu. J'ai souri doucement. Non, Céline. Tu as vu une ébauche. Ce que tu n'as jamais vu, c'est la version finale. Celle que je n'ai jamais signée. J'ai regardé l'audience. La vérité est simple, la structure que vous avez louée, la marque que vous avez admirée, les investisseurs que vous avez invités ce soir, ils étaient à moi. Je ne l'ai pas construite pour la gloire. Je l'ai construite parce que je croyais en quelque chose de plus grand que mon propre nom. Mais puisque ce nom a été traîné dans la boue, effacé et exploité ce soir, je le réclame. Le silence dans la salle n'était pas vide. Il était chargé, comme l'instant qui précède un coup de foudre. Et juste au moment où je me retournais pour partir, je me suis penché vers le micro une dernière fois. Et puis je l'ai dit, les mots qui ont fait halter toute la salle. Je n'ai pas hérité de cette entreprise. Je l'ai construite. Et pendant les 8 dernières années, je l'ai financée seul. Le silence qui a suivi n'était pas poli. Il était stupéfait. Un de ces moments où même le champagne cesse de pétiller. Je me suis éloigné du podium,
J'ai tendu le microphone à l'hôte abasourdi et je suis descendu de la scène. Le temps que j'atteigne le couloir, mon téléphone vibrait déjà. Des textos, des dizaines, puis des centaines. Une jeune employée, à peine sortie de l'université, avait enregistré tout le discours depuis sa place au fond de la salle et l'avait téléchargé sur TikTok en quelques minutes. D'une manière ou d'une autre, son angle avait tout capturé, ma voix, le visage de Céline, le silence de mon père. Pas de filtre. Pas de montage. Juste une exposition brute, en temps réel. La légende, quand le bouc émissaire de la famille inverse la situation. En direct. Le temps que j'arrive à l'ascenseur, le clip avait déjà été visionné plus de 70 000 fois. Le temps que j'arrive à la suite exécutive à l'étage, une grande chaîne d'information l'avait repris pour un reportage de dernière minute, une querelle familiale d'entreprise rendue publique lors d'un gala à Chicago. Je n'ai pas souri. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis simplement entré dans la pièce où mon père et Céline attendaient. L'air à l'intérieur était vicié, comme des rideaux de velours et du parfum masquant quelque chose de pourri. Mon père était assis près du minibar, faisant tourner un verre auquel il n'avait pas bu. Céline faisait les 100 pas, ses talons cliquant comme de petits marteaux sur le marbre. « Tu nous as pris par surprise », a-t-elle sifflé, avant même que je ne ferme la porte. « Tu as humilié cette famille devant les investisseurs, la presse. » J'ai corrigé un mensonge, ai-je dit calmement. Plusieurs, en fait. Mon père a redressé sa cravate, mais n'a pas levé les yeux. Nous aurions dû savoir que tu ferais quelque chose comme ça. Cette tendance à la froideur, ta mère disait que ça venait de ta grand-mère. Tu crois que c'est une question de tempérament, ai-je demandé. Il s'agit d'années de décisions prises dans mon dos, d'argent détourné de mon travail, de crédits retirés, d'héritage réaffecté. Céline a roulé des yeux. Tu n'es pas une martyre, Ti. Tu es juste amère. Tu n'étais pas le joli visage. Je n'ai pas réagi. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de conférence et j'ai ouvert ma mallette. Un par un, j'ai sorti 3 dossiers. L'un intitulé « Transfert de procuration de propriété », l'autre « Apport de capitaux privés » et le dernier « Démission et transfert de responsabilité ». Vous voulez continuer à présenter cela comme une restructuration familiale, très bien, ai-je dit. Mais les chiffres sont clairs, audités et déposés auprès du conseil d'administration. Chaque dollar que j'ai investi, chaque contrat que j'ai respecté, chaque accord que j'ai conclu sans votre aide, est là-dedans. Et maintenant, il est temps de décider comment vous sortez de cette histoire. Mon père a finalement parlé, d'une voix basse et froide. Ce n'est pas comme ça que la famille gère les choses. Je l'ai regardé dans les yeux. Non. La famille gère les choses face à face. Pas avec des emails piratés et des mises en demeure glissées sous ma porte. Il a tressailli. Céline a croisé les bras. Tu ne peux pas nous forcer à partir. Je n'ai pas cligné des yeux. Non. Mais le conseil d'administration le peut. Et si vous ne signez pas ça ce soir, ils le feront, lundi matin. La pièce est devenue silencieuse. Céline a attrapé le stylo en premier. Sa main tremblait, mais elle n'a pas hésité. Mon père a regardé plus longtemps, ses yeux ont parcouru le document, mais nous savions tous les deux qu'il ne lisait pas. Il a juste signé. Je ne me suis pas attardé. J'ai laissé les dossiers où ils étaient et je me suis dirigé vers le couloir, les talons stables, la respiration lente. En arrivant à la porte, quelqu'un du gala a appelé mon nom. Peut-être un journaliste, peut-être un invité. Je ne me suis pas retourné. Il n'y avait plus rien à expliquer. Dehors, l'air était vif, les rues de Chicago scintillaient sous l'éclat humide du trottoir après la pluie. Je suis monté dans la voiture qui attendait au bord du trottoir et j'ai fermé la porte derrière moi sans un mot. Mon téléphone a encore vibré. Le clip avait atteint 1 million de vues. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne me sentais pas effacé. Je me sentais légère. Au lever du soleil, j'ai conduit jusqu'à l'endroit où tout avait commencé, et j'y ai mis fin à ma façon. La rue n'avait pas changé, les mêmes est envahie par la végétation, le même trottoir fissuré qui se soulevait encore au bord où les racines des arbres traversaient le pavé, la même boîte aux lettres rouillées qui penchait légèrement vers la gauche depuis 1996. Mais la femme qui sortait de la voiture aujourd'hui n'était pas la fille qui se tenait autrefois ici, le sac à dos glissant d'une épaule, l'espoir serré dans une paume moite. J'ai marché jusqu'aux marches de devant. Pas de clé. Pas de paillasson.
Juste l'écho de l'histoire dans la façon dont la lumière du matin frappait la peinture écaillée de la balustrade du porche. Mon nom n'a jamais figuré sur l'acte de propriété de cette maison. Pas avant la semaine dernière. Une acquisition discrète, scellée par le biais d'une LLC privée. Il s'avère que mon père l'avait hypothéqué pour financer l'un des projets d'expansion de Soline il y a 5 ans. Lorsque le marché a tourné, il a fait défaut, discrètement, en espérant que personne ne le remarquerait. Je l'ai remarqué. Je ne leur ai pas dit que j'étais l'acheteur. Je ne le ferai jamais. À l'intérieur, l'air était immobile. Pas vicié, juste en attente. Les planchers de bois durent craquer exactement là où je me souvenais. La fenêtre de la cuisine captait encore la lumière vers 8 heures du matin, envoyant de l'or sur le même carreau où j'avais l'habitude de m'asseoir avec des céréales et des rêves. Pièce par pièce, j'ai parcouru la maison. La chambre qui était autrefois la mienne, le papier peint pêche disparu depuis longtemps, maintenant peint en crème douce et vert, prête pour quelqu'un de nouveau. La photo encadrée qui se trouvait autrefois sur ma commode d'enfant, celle que ma mère avait jetée avec un froid ne soit pas sentimental, était maintenant accrochée dans l'entrée, entièrement restaurée. Le minuscule cadre en bronze portait encore la marque d'éraflure que je lui avais faite quand j'avais 11 ans, mais cette fois, cela ne me faisait pas mal. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur, les documents finaux de la propriété, les documents de la fondation et une seule carte adressée à la nouvelle résidente. Cette maison n'était pas pour moi. C'était maintenant une maison de transition, financée par la nouvelle fondation Timadox, au service des femmes qui recommencent leur vie. Une chambre, avec une courte pointe fleurie et un fauteuil de lecture, portait une plaque signalétique en laiton, pour Eleanor Maddox. Puissiez-vous trouver la voie que vous avez refusée aux autres. L'ironie ne guérit pas, mais elle peut parler. Plus tard dans l'après-midi, de retour dans mon appartement, j'étais assise près de la fenêtre avec un stylo à la main et une lettre à moitié écrite devant moi, « Chère maman et papa, je n'écris pas ceci pour tourner la page. J'ai cessé d'en avoir besoin quand vous avez cessé de faire semblant d'écouter. Il ne s'agissait pas d'argent, ni de titre. C'était la façon discrète dont vous m'avez laissé disparaître, jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose à vendre. Mais j'ai appris quelque chose, vous ne devez pas d'amour à vos enfants, mais je me devais du respect. C'était toujours à moi de me le donner. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans un tiroir. Je ne l'enverrai pas. Ce n'est pas pour eux. Le lendemain matin, j'ai rencontré quelqu'un pour prendre un café dans un petit café à 2 pâtés de Maison du Lac. Elle était jeune, vive, pleine du même feu discret que j'avais l'habitude d'étouffer avant d'entrer dans les salles de conseil. Ils m'ont dit que je devais attendre mon tour, a-t-elle dit. J'ai remué mon thé. N'attendez pas. Elle m'a regardé, confuse. N'attendez pas. N'attendez pas. Ne demandez pas d'espace. N'espérez pas obtenir la permission. Construisez la foutue table. Elle a souri. Non pas poliment, mais comme si elle se reconnaissait enfin. En sortant, je suis passé devant un kiosque à journaux. Le titre était toujours là, une fille renverse la situation dans une dynastie. Mais ce n'était pas l'histoire. L'histoire, c'est que je n'ai pas tout brûlé par vengeance. J'ai reconstruit quelque chose de mieux, sans avoir besoin d'applaudissements. Et si vous écoutez maintenant, peut-être que vous l'avez ressenti aussi. Avez-vous déjà été mis à l'écart par les personnes même pour qui vous avez tout construit? Êtes-vous parti, ou avez-vous repris votre voie? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde.